Canal 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal 54, Canal 54, Canal 54, Canal TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission Le Grand Dialogue de ce dimanche 8 mai 2022, la deuxième édition de la journée que nous vous présentons ce jour. Nous avons le plaisir de vous présenter cette nouvelle édition en rapport avec la situation en République démocratique du Congo cette fois-ci, où l'insécurité persiste dans son côté est de la République. C'est avec plaisir justement que nous avons aujourd'hui un activiste de la société civile en République démocratique du Congo. Cet homme appartient dans le mouvement que l'on appelle Éveil citoyen. Éveil citoyen, c'est un mouvement patriotique, un mouvement des jeunes qui milite également justement pour la paix en République démocratique du Congo. C'est avec honneur et plaisir que nous allons vous présenter M. David Elouvati, qui est le communicateur justement de ce mouvement Éveil citoyen en République démocratique du Congo. Il est avec nous en duplex, audio, et vous allez l'écouter s'exprimer et répondre aux questions que nous allons lui soumettre cet après-midi. Monsieur David Elouvati, bon après-midi chez vous. Bon après-midi, messieurs les journalistes, et bon après-midi à tous et à tous les invités de notre CANAF 54. Voilà, c'est avec le président, messieurs, que nous sommes ici sur ce plateau avec toute l'équipe qui m'accompagne pour vous écouter par rapport à ce sujet ô combien important que nous avons choisi à éplucher avec vous cet après-midi. Nous allons parler des causes ou des raisons de l'insécurité permanente en République démocratique du Congo, enfin du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, dans son côté de deux provinces, le nord et le sud Kivu. Alors, vous avez voulu justement répondre à cette question. À quel titre? Oui, et merci encore une fois pour la parole accordée. Je suis communicateur du mouvement Éveil citoyen tel que vous m'avez présenté. Ici, nous voulons vous présenter, partager avec vous et avec nos auditeurs les causes et la persistance de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo, plus précisément dans les provinces sous état de siège, le Nord Kivu et l'Ituri. Oui, nous vous écoutons. Oui, ça peut tarder. Les causes de la, n'est-ce pas, de la persistance de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo
la porosité de nos frontières. Les frontières de la République démocratique du Congo sont très, très poreuses. Nous avons la jeunesse qui est désœuvrée. Nous avons, n'est-ce pas, la faiblesse de la justice congolaise, l'absence de l'autorité de l'État. L'État congolais est vraiment abstrait dans les milliers et dans les régions, contrôlé aujourd'hui par les groupes rebelles, les groupes armés, et les groupes armés de tels les uns sont des groupes locaux ici et d'autres sont des groupes étrangers. Alors, nous avons aussi la manque de la cohérence, entre le gouvernement congolais et son armée. Il y a, n'est-ce pas, des rapports que l'armée fournit au gouvernement et le gouvernement, d'un moment à l'autre, contredit l'armée. Et donc, ça aussi, c'est parmi le problème de la persistance de l'insécurité dans l'Est. Nous avons des tâtonnements du gouvernement dans la stratégie de pacification de la région. Je parle des tâtonnements, des stratégies du gouvernement dans la pacification de la région. Ici, nous parlons des opérations qui ont été menées depuis 2014, moment de l'ancien régime de Kabila, jusqu'aujourd'hui. Il y a toujours tâtonnement des opérations Sokola 1, Sokola 2. Aujourd'hui, nous sommes sous état de siège où, n'est-ce pas, les autorités civiles sont remplacées par les militaires, n'est-ce pas, pour gérer l'entité. Ça, c'est parmi donc les tâtonnements et sur les stratégies à faire afin n'est-ce pas, d'éradiquer cette insécurité. C'est parmi les causes de la persistance de l'insécurité. Nous avons également la signature des accords, les accords où le gouvernement congolais, n'est-ce pas, signe des accords entre le gouvernement et d'autres États, lesquels accords on ne connaît pas de quoi il s'agit exactement. Nous avons aussi, n'est-ce pas, une armée infiltrée. L'armée congolaise est l'armée la plus infiltrée, si je peux le dire, au monde, jusqu'au plus haut sommet de l'État, où vous pouvez trouver quelqu'un qui était aujourd'hui dans l'armée congolaise. Demain, il peut être général ou soit major dans une autre armée de notre pays, de notre nation. Et donc, ce sont les grands, n'est-ce pas, mots qui font, n'est-ce pas, la sécurité ici dans l'Est. Nous avons également une manque de cohérence, n'est-ce pas, de collaboration entre si la population et l'armée ne s'attendent pas, c'est-à-dire ça va jouer, n'est-ce pas, ça joue en faveur de l'ennemi. Et donc, la population n'est pas vraiment à bonne collaboration avec l'armée, tout simplement parce que la population n'est-ce pas, la population est au courant et elle est témoin que, n'est-ce pas, l'armée est infiltrée. À plus de cela, n'est-ce pas, les autorités ou soit les grandes personnes dans l'armée ont toujours été pris dans les scandales. Les scandales tels que, n'est-ce pas, la vente illicite, si je peux le dire, des armes à des groupes de milices ici dans cette région. Et donc, ça perturbe, n'est-ce pas, ça joue sur la psychologie de la population. Ça affaiblit, n'est-ce pas, la collaboration entre militaires et la population. D'accord. Vous rapprochez, si je vous entends très bien, vous rapprochez un peu plus l'autorité, c'est-à-dire les autorités de la République, qui seraient probablement faibles par rapport à la situation de l'Est. Mais en même temps, nous avons
entendu l'actuel président de l'Assemblée nationale interpeller certains élus nationaux d'être en connivence avec les groupes armés à l'est de la République du Congo. Est-ce que cette responsabilité n'est pas partagée? Parce que d'une part, lorsque vous dites que les autorités, il y a une faiblesse, il y a l'incohérence entre l'état des sièges et les autorités militaires et le gouvernement, mais on peut comprendre en même temps que ceux qui tirent les ficelles viennent de la capitale, du pouvoir en fait, des institutions de la République, notamment les députés nationaux. Oui, mais ce n'est pas épargné. C'est pourquoi je vous ai parlé de la faiblesse de la justice congolaise. Le président de l'Assemblée n'est pas la première personne à avoir prononcé, avoir cité, ou avoir pointé du doigt un certain fils de la région. Vous savez, à part les filtrations de l'armée, il y a des complices ici. Il peut être député ou soit de civils comme nous, mais cela n'empêche pas, n'est-ce pas, à la justice de faire ce travail. Car c'est le président de l'Assemblée qui se prononce comme ça devant les élus, c'est-à-dire il a des preuves. Et pourquoi ne pas s'en charger? Pourquoi ne pas interpeller, n'est-ce pas, et juger, n'est-ce pas, les personnes qui sont complices de cette situation? Et donc, c'est là la faiblesse donc, de la justice et des institutions de la République. Voilà. Et maintenant, vous avez épinglé tout à l'heure l'ancien président Kabila, hein, parce que nous savons très bien que depuis l'arrivée au pouvoir du système Kabila, ça fait une vingtaine d'années actuellement, à peu près, nous sommes en 97, donc depuis 97, que l'AFDL est arrivée au Congo et que cette AFDL s'est transformée en plusieurs mouvements rebelles qui se sont dilués justement dans l'armée congolaise, où vous avez dit vous-même qu'il y a infiltration. Mais est-ce que Kabila ne serait pas responsable de la situation? Lui qui a été le président de la République imposé par un système pendant plus de 18 ans. Est-ce que ce n'est pas les conséquences du pouvoir de Kabila que vous vivez aujourd'hui en République démocratique du Congo? Oui, bien sûr, c'est la même situation. Ce sont les causes, n'est-ce pas, qu'il a fait et que nous sommes en train de, n'est-ce pas, de vivre, de subir les effets. Donc, quand je vous ai parlé ici de l'infiltration de l'armée, vous savez, à 2007-2014, pendant l'exercice du pouvoir de M. Kabila, on a fait le mixage et brassage, c'est-à-dire tous ces gens-là qui étaient dans les rébellions, on les a intégrés dans l'armée, certains avec n'est-ce pas, leur titre qu'ils occupaient n'est-ce pas, dans les milices. Ils étaient des généraux dans leurs troupes, n'est-ce pas, des milices. Et pendant l'époque de Kabila, tous ces gens-là ont été intégrés dans l'armée, sans tenir compte, n'est-ce pas, de leur provenance, sans tenir compte de leur, n'est-ce pas, capacité de formation. Ils ont été aveuglément, je ne sais pas si je peux dire aussi aveuglément ou bêtement, n'est-ce pas, intégrés dans l'armée régulière. Et puis, vous voyez ce que ça cause. Donc, c'est un problème. L'infiltration de l'armée, ça ne commence pas aujourd'hui. Ça commence avec le régime de M. Kabila. S'il en est ainsi, si Kabila est responsable, pourquoi, lorsque nous écoutons les Congolais en général, ils ramènent ça au président actuel, qui à l'époque était encore opposant, même à Kabila en question? Aujourd'hui, lorsque nous entendons les manifestations à Kinshasa, nous avons l'impression que c'est le président Tshisekedi qui en est responsable. Hein? Qu'est-ce que vous en dites? Vous savez, tel que les élections se sont déroulées ici, la plupart des gens connaissent une autre personne, la personne de Martin Fayoulou, d'avoir gagné les élections. Oui, mais vous n'avez pas, les Congolais n'ont pas encore, les Congolais n'ont jamais montré les preuves de ce que vous avancez, hein, par rapport
à ce monsieur dont vous dites que c'est celui qui aurait gagné les élections, parce que la Cour constitutionnelle avait validé la candidature, enfin les résultats de Félix Tshisekedi comme président de la République. Donc ça, c'est un faux débat. Est-ce que la situation de l'insécurité, dont je repose la question, Kabila, qui fut président pendant 18 ans, en était responsable? Pourquoi est-ce que le gouvernement actuel, le citoyen, vous qui militez dans une organisation d'éveil patriotique et une organisation de la société civile, pourquoi vous ne portez pas plainte à l'ancien président Kabila pour avoir causé ce genre de tort au pays? Pourquoi les organisations au Congo ne portent pas plainte au niveau, par exemple, de la Cour pénale internationale contre l'ancien président Kabila, dont vous savez tous que c'est de lui que vient le mal? Vous savez, monsieur le journaliste, il y a beaucoup de plaintes qui ont été déposées ici au pays et même à la CPI, mais jusque-là, on ne sait pas ce qui bloque. La justice congolaise, ce n'est pas une justice à qui on peut faire confiance. Peut-être à la CPI, et puis là, on ne sait pas, parce que c'est depuis, même avant, à 2016, lorsque nous avons fait, je crois, c'était le 19 décembre, la date où M. Joseph Kabila, 19 décembre 2016, M. Joseph Kabila devait quitter le pouvoir. C'est le même jour où nous étions en train de faire les manifestations. Nous avons perdu nos frères dans les manifestations. Et quelques semaines après, nous avons déposé des plaintes ici au pays et à la CPI, mais jusque-là, rien n'est arrivé. Oui, mais lorsque vous faites vos manifestations dans la capitale ou ailleurs, est-ce que vous déposez des mémorandums, par exemple, auprès des ambassades, des chancelleries internationales qui sont au Congo? Est-ce que vous vous faites entendre au niveau de ces chancelleries occidentales qui sont chez vous en République démocratique du Congo? Bien sûr, je ne sais pas si je peux vous dire que c'est une, je ne sais pas si c'est une grâce ou bien c'est quoi, parce que la MONUSCO, n'est-ce pas, la force onusienne est ici à République démocratique du Congo. Et chaque fois que nous manifestons, chaque fois que nous faisons, n'est-ce pas, de telles activités, ils sont là, ils nous accompagnent. Si c'est pour déposer les mémos à nos bureaux, ou soit si c'est un mémo qui concerne, n'est-ce pas, la communauté internationale, nous la déposons immédiatement à la MONUSCO. Mais la MONUSCO, jusqu'à présent, elle ne nous a jamais répondu et n'a jamais produit aucune chose parmi tas de manifestations que nous avons toujours, n'est-ce pas, manifestées, que nous avons toujours organisées et nous n'avons réussi à aucune réponse sur tas de mémos que nous avons déposés à cette communauté internationale qui est représentée ici par la MONUSCO. Ça voudrait dire tout simplement que vos organisations probablement sont faibles. Vous n'êtes pas assez mieux structuré pour arriver à vous faire entendre. L'éveil citoyen ici, comment cet éveil citoyen est organisé? Oui, monsieur, l'éveil citoyen, c'est un grand mouvement. C'est un grand mouvement de jeunes. Nous sommes dans des provinces, le Nord Kivu et le Sud Kivu. Mais quand nous parlons de l'insécurité ici dans l'Est, il y a, n'est-ce pas, un dynamique, n'est-ce pas, une ligue de tous les mouvements citoyens. Parce que si nous avons la Lucha, nous avons le Véranda, nous avons le Filindi, nous avons les jeunes patriotes, nous avons les lumumbistes. Quand il s'agit de questions, n'est-ce pas, de la sécurité, nous faisons tout pour nous mettre ensemble et puis pour manifester notre méconnaissance parce que l'insécurité touche tout le monde. Je dois vous dire que l'année passée, au mois d'août, nous avions organisé de grandes manifestations où nous avions demandé, n'est-ce pas, le départ immédiat de la MONUSCO comme elle est devenue très faible là, mais on nous étouffe de telle manière que, de telle sorte que même les régions qui ne sont pas concernées par l'insécurité ne soient pas, n'est-ce pas, au courant de ce que nous faisons. Par exemple, quand même la télévision nationale congolaise, n'est-ce pas, la RTNC,
n'arrive pas, n'est-ce pas, à projeter ou à donner l'information de ce qui se passe dans l'Est de la République démocratique du Congo. Donc, les manifestations, les grandes manifestations que nous avons faites, c'était pendant 10 jours. 10 jours de sèche. Et puis, la population congolaise était avec tous les mouvements citoyens. Nous avons respecté les 10 jours. Et puis, ça n'a pas bougé, n'est-ce pas, à la MONUSCO. Elle n'a fait que maintenant renforcer n'est-ce pas, ces équipements. Et donc, vous voyez le problème. Donc, le problème, c'est-à-dire quoi? Il y a dans nos institutions, c'est là qui ne fassent pas, qui ne font pas voir, c'est là qui ne nous permettent pas à ce que nous puissions évoluer, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, question de l'ampleur, ou bien soit de la capacité de mobilisation, ou soit des manifestations de notre mouvement. C'est un grand mouvement tel que je vous ai dit. Mais quand nous parlons de l'insécurité, il n'y a pas un mouvement seul qui peut se dire qu'il est capable de mobiliser toute la province ou toutes les deux provinces. Non. Mais quand il s'agit de la sécurité, tous les mouvements se mettent ensemble, n'est-ce pas? Et puis nous exprimons tous ensemble parce que la sécurité, c'est une question de tout le monde, quoi. Voilà, pour l'intérêt des téléspectateurs, hein, il nous reste 6 minutes d'émission. La dernière question, c'est de savoir ici, quelle serait la bonne stratégie à la place de l'état de siège? Parce que vous semblez matraquer tous contre l'état de siège qui n'a pas réussi, l'état de siège qui était une arnaque pour certains, l'état de siège qui n'a pas été assez efficace, que c'était le mauvais choix. D'après vous, en tant que membre d'une organisation de la société civile, Éveil citoyen, d'après vous, quelle serait la meilleure stratégie justement pour éradiquer l'insécurité à l'est du Congo? Oui, merci pour la question, monsieur le journaliste. Vous savez, ici, dans l'Est de la République démocratique du Congo, je vous ai parlé du mixage et brassage qui a été fait par l'ancien régime de Kabila. Il y a des accords qui ont été signés, que dans l'armée, on a intégré un groupe de gens qui sont devenus, n'est-ce pas, des militaires congolais, mais qui ont été intégrés dans l'armée et ces personnes-là, intégrées dans l'armée, ne quitteront jamais la région de l'Est. C'est quel type d'armée ça? L'armée est nationale. Donc, quand il y a mutation, tout le monde doit être muté. Maintenant, il y a mutation dans l'armée, mais ces personnes-là, dont nous ne savons pas le nom, ne quitteront jamais cette partie ici de l'Est. Alors, ça, c'est parmi les problèmes. Donc, parmi les solutions, l'armée, on doit nationaliser l'armée. Ceux qui sont dans l'armée ici, nous avons toujours demandé qu'on fasse, n'est-ce pas, la mutation de tous les brigades qui sont ici dans l'Est depuis 2014. Pour le mix, nous avons besoin de nouveaux, n'est-ce pas, de nouvelles forces et de nouveaux militaires qui viennent d'autres provinces. Par exemple, si ceux qui sont ici, on allait ici, on les amène en Équateur, et ceux qui sont à l'Équateur, on les ramène ici pour, n'est-ce pas, participer sur ces opérations militaires. C'est parmi les solutions. Mais car que c'est ici, le mixage et le brassage resteront ici à l'Est, ça va jouer sur, n'est-ce pas, sur les jets de l'ennemi. Ça, c'est donc, nous demanderions à ce que l'on fasse, n'est-ce pas, la mutation de tous. Sa distinction, malgré les mixages et brassages. Autre chose, c'est que, n'est-ce pas, le contrôle à la frontière, parce que nos frontières ici, pour, n'est-ce pas, quelqu'un pour entrer à la République démocratique du Congo, c'est facile. C'est facile, donc il n'y a pas, n'est-ce pas, de surveillance sur les frontières. Nous avons aussi demandé à ce que nous puissions revenir, n'est-ce pas, revenir à l'ordre normal qu'on mette fait à cet état de siège, ou soit qu'on nous amène l'état d'urgence. L'état d'urgence, ça va, n'est-ce pas, toucher le gouvernement, et puis le gouvernement peut penser, comme la province du Nord Kivu, c'est parmi les provinces
qui fournit beaucoup sur le budget de la République. Son absence, n'est-ce pas, sous état d'urgence, ça peut jouer. Et puis ça va interpeller, n'est-ce pas, les autorités à pouvoir penser à faire des solutions. Une autre chose, c'est qu'on puisse, n'est-ce pas, dévoiler les accords qui ont été signés par n'est-ce pas, les pays voisins qui ont des accords et puis ils sont en train de bénéficier de nos richesses. On ne sait pas de quelle manière. C'est parmi les solutions que nous avons toujours envisagées. Une autre chose, c'est que nous avons toujours voulu le départ immédiat de la MONUSCO. La MONUSCO est devenue aussi grand mot ici qui trouble, n'est-ce pas, la sécurité. Ça, il faut l'avouer. Donc, le départ immédiat de la MONUSCO doit être aussi parmi les plans n'est-ce pas, de la pacification de la région de l'Est de la République. Quand vous dites que le départ, excusez-moi, mais quand vous dites que le départ immédiat de la MONUSCO, c'est pour substituer quelle autre stratégie, quelle autre action justement pour ramener la sécurité à l'Est? Si la MONUSCO s'en allait aujourd'hui, vous ne pensez pas que la situation va s'aggraver de plus en plus? Mais la MONUSCO est là depuis plus de 25 ans, monsieur le journaliste, et puis rien ne change. Les choses ne font que s'aggraver. Et donc, comme sa présence et son absence, ça ne change rien. Oui, mais le problème, c'est que là, vous contredisez en République démocratique du Congo. D'une part, vos autorités à Kinshasa disent qu'il y a des connivences auprès des institutions de la République. Nous faisions tout à l'heure allusion à votre président de l'Assemblée nationale qui interpellait certains députés nationaux. Et de l'autre côté, vous dites c'est plutôt la MONUSCO qui est faible, qui est en connivence avec les groupes armés. Finalement, qui est qui? Bon, vous savez, je pense que j'ai déjà répondu à la préoccupation concernant, n'est-ce pas, le speech de monsieur Mbosso, le président de l'Assemblée. Vous savez, le problème de la MONUSCO, ce n'est pas une chose à vouloir demander de preuves ou de quoi. Elle a toujours prouvé n'est-ce pas, ses capacités, qu'elle n'est pas, n'est-ce pas, à mesure de ramener la paix depuis tout ce temps qu'elle est ici, et qu'elle est en train, n'est-ce pas, de nous bouffer de l'argent à la population, au trésor public de l'État, lequel argent qui pouvait financer, n'est-ce pas, les opérations militaires, parce que nous sentons que les soldats sur le front ne sont pas financés, alors que la MONUSCO est financée et nous n'avons pas de dette pour la MONUSCO, mais cet argent-là qui finançait la MONUSCO, si on pouvait, n'est-ce pas, financer avec la même somme, n'est-ce pas, nos forces loyalistes, je pense que nous aurons un bon résultat. Voilà, merci. En tout cas, nous arrivons à la fin de notre émission. Monsieur David Louvati, vous avez été quand même présent à cette émission, vous avez répondu à nos questions. Le grand dialogue avec vous s'achève sur cette tonalité de l'appel justement au départ de la MONUSCO à l'immédiat. Vous avez fait plusieurs tentatives de faire ramener la MONUSCO d'où elle est venue, mais ça n'a pas réussi parce que chaque fois, les Nations Unies prolongent chaque fois sa présence à l'est de la République démocratique du Congo, évidemment avec l'accord du gouvernement central de Kinshasa. Messieurs, David, en tout cas, nous avons terminé notre émission. Merci d'être passé à ce grand dialogue de ce dimanche 8 mai 2022. Et nous espérons que la paix reviendra à la République démocratique du Congo dans les jours à venir. Merci, messieurs. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. OK. À vous tous qui nous regardez cet après-midi, vous avez suivi les cris d'alarme qui viennent de la République démocratique du Congo dans ce cadre des émissions que nous faisons pour faire parler les nouvelles, donner les nouvelles de l'Afrique. Vous avez entendu ce cri d'alarme de la RDC où le communicant de ce mouvement patriotique et le mouvement citoyen, éveil citoyen,
est en train de donner son cri d'alarme par rapport à cette situation alarmante qu'ils vivent au quotidien à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà, ces grands dialogues se terminent sur ce ton. La MONUSCO devrait partir depuis longtemps, mais la MONUSCO n'est jamais partie. Voilà, les Congolais cherchent des solutions pour éradiquer justement les groupes rebelles dans leur pays. Merci à vous tous qui nous regardez et surtout, merci pour votre fidélité à regarder notre émission, Le Grand Dialogue, qui s'achève pour le moment avec ce ton-là de regret, parce qu'il y a un peuple qui traverse les moments difficiles du Congo démocratique. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous allons revenir encore une fois pour une nouvelle édition des Grands Dialogues. À très bientôt. Au revoir. Canap 54 TV, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canap 54, Canap 54, Canap 54, Canap TV. Africa 54 est la première chaîne de télévision panafricaine, généraliste et d'information de l'Afrique vers le monde. Chaque pays africain devrait avoir un représentant œuvrant en son sein afin de permettre l'éclosion des talents, pouvant également jouer de pont avec nos pays respectifs. Bref, nous sommes panafricanistes au sens absolu du terme. Canal Africa 54, dans sa devise, la première chaîne généraliste culturelle et d'information de l'Afrique vers le monde. Canal Africa 54 will give to Africans and Afro-Caribbean what they have long been waiting for, expression of their own voice alongside the Western media and elsewhere in the globe. We aim to make the channel professional, sophisticated, contemporary. This channel will offer to viewers a unique experience in digital broadcasting. Our broadcasting and creative departments are dedicated towards having a constant flow of interesting and exciting programs. By using the most sophisticated methods of production, we aim to provide programming which is second to none, developing and enhancing the digital TV services throughout interactive mediums.